Est-ce que vous connaissez Max Cady? Il peut très facilement figurer aux côtés de Dark Vador et de Hannibal Lecter, au panthéon des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Je vais vous le présenter tout de suite. Il y a 3 semaines, j'avais critiqué sur la chaîne Le Salaire de la peur, le chef-d'œuvre de Henri-Georges Clouzot, sorti dans les années 50 et qui avait engendré, des décennies plus tard, un remake américain par William Friedkin. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. Je vais vous parler d'un film qui est sorti dans les années 90, mais qui est lui-même le remake d'un film des années 60. Nous allons parler de Les Nerfs à vif, le film de Martin Scorsese, sorti en 1991. Les Nerfs à vif est considéré comme un gros thriller de cette période-là, la fin des années 80, début des années 90, dans toute cette vague de films comme Liaison fatale, Le silence des agneaux, Black Rain aussi. Donc des films assez durs, assez âpres. Et là où Les Nerfs à vif réussit, comme les films que j'ai cités, c'est qu'il arrive à mettre en avant et à iconiser le mal absolu. Le mal absolu que représente ce fameux bonhomme, finalement, cette ordure qui est Max Cady. Alors, ça raconte quoi, Les Nerfs à vif? Donc, c'est ce fameux bonhomme, Max Cady, incarné par Robert De Niro dans le film, qui sort de 14 ans de prison pour viol et voie de fait sur une mineure. Mais il n'est pas content. Et il va harceler son ancien avocat qui, d'après lui, a contribué à le mettre en prison et qui n'a pas réussi à lui faire éviter la tôle. Et en fait, le film, c'est vraiment ça. Le pitch est très rapide. C'est un homme qui en veut à un autre et qui va tout faire pour lui en faire baver. C'est intéressant ce thriller-là, Les Nerfs à vif, réalisé par Scorsese, parce que Scorsese, il a déjà une carrière depuis les années 60. Il a à peu près 30 ans de cinéma derrière lui. Le film sort dans les années 91, mais moi, je considère que Les Nerfs à vif, c'est son tout premier vrai thriller. J'enlève et je mets de côté Taxi Driver, qui pour moi, sous ses airs de thriller, est plus un film sur le syndrome post-traumatique, suite à la guerre du Vietnam, et je mets aussi de côté ces films de gangsters, qui pour moi, c'est un genre à part entière, le film de gangsters. Voilà pourquoi Les Nerfs à vif, pour moi, est son premier vrai thriller pur jus. Pour moi, c'est pas un hasard si Les Nerfs à vif sort la même année que Le Silence des agneaux. Il faut pas oublier que Jonathan Demme, avec Le Silence des agneaux, a réussi à iconiser le mal absolu, un des personnages les plus emblématiques du cinéma, pas que du cinéma d'horreur, du cinéma tout court, Hannibal Lecter. Et il faut aussi se rappeler que Lecter n'est pas le personnage principal, n'est pas le méchant principal du Silence des agneaux, puisque le méchant principal, c'est Buffalo Bill. L'homme qui est traqué, qui est chassé, c'est Buffalo Bill. Lecter n'est qu'un outil, un levier pour essayer de trouver Buffalo Bill. Ici, dans Les Nerfs à vif, ce que réussit grandement à faire Martin Scorsese, c'est à iconiser le personnage de Max Cady, donc qui est incarné ici par Robert De Niro, qui est hallucinant. De Niro dans ce film, il est tel qu'on ne l'avait jamais vu. On sait à quel point ça peut être un acteur fabuleux. Ici, il est tout en muscles, tout en tatouage, il est buriné, il a une gueule. Moi, j'achète totalement le fait que ce bonhomme-là, il ait passé 14 ans en prison et que pendant ces 14 années, il a ruminé, on va dire, sa vengeance pour n'attendre qu'une seule chose, c'est le jour de sa sortie et pouvoir s'occuper de l'avocat qui l'a trahi, d'après lui. Max Cady, il pue le danger. Non seulement il le porte sur lui, ça je l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire qu'il reflète vraiment la peur, quand on le voit, il est très impressionnant, mais en plus de ça, le parallèle avec Le Silence des agneaux ne s'arrête pas là. Dans Le Silence, là, il y a la façon dont on nous vend Hannibal Lecter. Souvenez-vous de cette scène, il faudra absolument que je fasse la critique de ce film sur ma chaîne, il est absolument fabuleux. On nous vend Hannibal Lecter comme étant un monstre. Vous savez, quand le docteur Chilton, qui s'occupe de lui, raconte à Starling que il s'est penché auprès de son infirmière et qu'il lui a arraché la langue, etc. Machin. Il y a déjà un mythe qui est monté autour de Lecter, juste avant qu'on en fasse la rencontre. Là, c'est un peu pareil. On nous vend Cady exactement de la même façon. C'est-à-dire en nous dépeignant quelqu'un qui est immonde, qui viole, qui tue, qui torture, qui n'hésite pas, qui est un vrai psychopathe, qui a arraché aussi la langue de quelqu'un qui s'occupait de lui. Voilà, donc quelqu'un de complètement taré. Ce qui fait qu'on appréhende les scènes où on va le voir agir. Et ce qui est fort de la part de Scorsese, c'est que là aussi, et tout comme dans Le Silence des agneaux, on nous le montre. C'est pas tout de nous le vendre et de nous le décrire. Martin Scorsese nous le montre. Max Cady, cette scène, elle est terrible, cette scène où il torture, on va dire cette scène relativement courte, mais où il torture l'amie avocate
qui est donc l'ami de l'avocat principal, incarné par Nick Nolte. Voilà, la scène, elle est très dérangeante, elle est extrêmement courte, mais très dérangeante, et ça nous montre la violence du personnage. De l'autre côté du prisme, donc on va dire les gentils, il y a l'avocat, donc incarné ici par Nick Nolte, il y a sa femme, incarnée par Jessica Lange, et il y a leur fille, la jeune Juliette Lewis. Déjà, les acteurs sont super. Vraiment, encore une fois, c'est Martin Scorsese, donc il arrive à très bien les diriger. Mais de toute façon, on a affaire évidemment à des acteurs de talent. La famille fonctionne très bien, et Scorsese en profite. Oui, ce sont des gentils, d'accord, comparé à Max Cady, qui est l'horreur pure, mais il aime quand même nous décrire une famille dysfonctionnelle. Ça s'engueule. Elle, la femme, est extrêmement jalouse de son mari. Et de temps en temps, quand lui passe des coups de fil comme ça, un petit peu en sous-marin, dans leur chambre en s'enfermant, elle est persuadée qu'il voit quelqu'un, qu'il a une maîtresse, alors que c'est pas forcément tout à fait le cas, mais j'ai pas trop envie de vous en dire plus. Et voilà, donc il y a cette espèce de doute, de jalousie. Ils s'engueulent. Le couple est pas parfait. Plus cette fille, incarnée par Juliette Lewis, qui est là aussi, comment dire, c'est un peu une Lolita. Elle est décrite comme mineure, donc dans le film, je crois qu'elle a 16 ans, mais il y a un côté provocateur, il y a un côté ultra mature aussi. Donc voilà, et elle n'hésite pas à répondre à ses parents, elle n'hésite pas un petit peu à les provoquer. Pareil, il y a un espèce de jeu du chat et de la souris avec Max Cady qui s'installe. Donc voilà, c'est un peu malsain, mais c'est hyper bien décrit, et au moins ça donne de la crédibilité à l'ensemble du film. Côté casting, et vraiment la distribution est exceptionnelle, Martin Scorsese a convoqué aussi Robert Mitchum et Gregory Peck. Bravo, bien joué, c'est eux qui interprétaient les deux personnages principaux du film originel, celui de 1962. Donc c'est cool. Ils sont là dans des petits rôles, mais suffisamment marquants. Le film est très bien mené, ce qu'il faut de violence. On connaît le cinéma de Scorsese. C'est rude, c'est extrêmement premier degré, donc là-dessus ça rigole zéro. C'est un excellent thriller, vraiment. En revanche, il y a quand même des choses qui sont pas parfaites et qui, à mon sens, sont mal gérées. Le personnage de Max Cady, à partir du moment où il sort de prison et à partir du moment où il commence à menacer cet avocat et sa famille à leur tourner autour, je le trouve trop omniprésent. Il est même omniscient. Omniscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est vraiment partout, tout le temps. Il a même un coup d'avance sur tout le monde. Et ce qui est un peu gênant pour moi, spectateur, quand je regarde le film, c'est que Max Cady a aussi un coup d'avance sur le spectateur. Moi, en tant que spectateur, en général, j'aime pas trop ça. J'aime soit en savoir un petit peu plus, à la Columbo, d'accord, comme les épisodes Columbo, pour me demander, mais comment est-ce que du coup, il va réussir à se débrouiller, à trouver ça? Ou alors, en être au même niveau que les protagonistes. Au moins, je me sens pas surpassé. Là, Cady, il est partout, il est toujours au bon moment. Il a des fringues juste pas possible, il change de fringues tous les demi-heures. Avec sa voiture, il est toujours à l'endroit où est l'avocat pour pouvoir le persécuter. Il a les bons numéros de téléphone, il a les bons contacts. Il arrive à se faire passer pour un professeur pour pouvoir approcher la fille. Enfin voilà, il a un téléphone portable qui lui permet d'appeler et il a même un dictaphone sur lui pour le permettre d'enregistrer une conversation pile poil au bon moment comme de par hasard. Voilà. Ça, c'est le côté un petit peu gênant de ce film-là. Je trouve que le personnage de Cady, il est déjà suffisamment impressionnant comme ça. C'est pas la peine en plus d'en faire un personnage totalement omniscient. Et voilà, c'est pour moi, donc c'est pas du Deus Ex Machina, mais c'est trop présent, trop pour arranger le scénario. Autre chose, j'ai aussi l'impression que le film est parfois un peu rushé. J'aurais pas été contre 10 minutes de plus. Il est pas extrêmement long, mais il y a certaines scènes, alors déjà le fait de voir Max Cady popper comme ça un peu n'importe comment, donc j'aurais aimé que certaines scènes aient plus de liant. Voilà, j'ai trouvé certains passages un peu trop rushés. Il n'empêche qu'il y a une très bonne tension au sein du film, ne serait-ce que la scène où l'avocat, incarné par Nick Nolte, il embauche un détective. Ce détective, il finit vers les 2/3 du film à installer un système de piège ou d'alarme à l'intérieur de la maison de l'avocat, en pleine nuit, parce qu'il est persuadé que Max Cady va débarquer. Et donc on le voit, lui, le détective, assis dans une pièce, un gun à la main, et avec un système de fils relié à chacune des portes, pour que dès qu'une poignée se tourne, il y ait une... Et donc ça, Scorsese arrive hyper bien à gérer la tension à ces moments-là, c'est super efficace. Il y a aussi ces espèces de plans, ces espèces de mi-zoom, mi-travelling avant que fait Scorsese, mais de façon assez abrupte, et ça il le fait tout au long du film, et ça fonctionne super bien.
J'ai été aussi un petit peu déçu par le climax, vers la toute fin du film, qui prend quand même pas mal de temps, hein, je veux dire le dernier quart d'heure du film. Alors, j'ai beaucoup aimé le lieu, le choix du lieu et le choix des conditions aussi, parce que, voilà, ça détonne. Mais je trouve que non seulement Max Cady en fait un petit peu trop, je trouve qu'il revient aussi toujours un petit peu de l'au-delà, entre guillemets, c'est à chaque fois qu'on a l'impression de l'avoir buté, il revient. Et je trouve que malheureusement, Scorsese ne va pas assez loin dans la violence, dans les actes de Max Cady. J'aurais aimé quelque chose de beaucoup plus glauque, pour aller un petit peu dans le sens de Hitcher. Si vous avez vu Hitcher, je pense que vous voyez totalement de quoi je parle. La fin, elle est hyper sombre. Voilà encore un excellent thriller, Hitcher. La fin, elle est très glauque, très sombre. On peut complètement dire que c'est pas une happy end. Là, les nerfs à vif, je trouve que le climax, ça manque d'un petit quelque chose. C'est la raison pour laquelle j'ai mis à les nerfs à vif la note de 3,5 sur mon Letterboxd. Allez checker mon Letterboxd, comme d'habitude, le lien est dans la description. Ça aidera à parler des films que je vois et des films que vous voyez. 3,5 qui est une très bonne note parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le visionnage des nerfs à vif. Je n'ai pas vu les nerfs à vif de 62, j'ai pas vu le film originel, tout comme je n'ai pas vu le remake du Salaire de la peur par William Friedkin. Je le sais parce que quelqu'un me l'a dit dans les commentaires. Je le verrai, c'est incontournable. Là, les nerfs à vif, je vous le conseille. Faites-vous un kiff, c'est vraiment un excellent thriller. Pour moi, il est un cran en dessous du Silence des agneaux quand même. Faut pas déconner. Mais c'est quand même de très très bonne facture. C'est un très bon Scorsese. Ça fait plaisir de voir un thriller comme ça, pur jus, très premier degré, un peu violent. C'est vraiment très très sympa. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très 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 bonne journée et à vous dire à très très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.